Bien, je vous propose que nous commencions, et en l'absence du président Raynal, il me revient de présider cette réunion de ce matin, mes chers collègues, Madame la secrétaire générale, dans votre fonction actuelle. Nous recevons aujourd'hui, donc, en vertu de la loi organique du 23 juillet 2010, relative à l'application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution, Madame Marianne Barbat-Layani, dont le président de la République propose la nomination aux fonctions de présidente de l'autorité des marchés financiers. Le mandat de M. Robert Ophel, que nous avions entendu le 6 juillet dernier pour qu'il nous expose notamment le bilan de son action à la tête de l'AMF, a en effet expiré fin juillet. Et je rappelle que la présidence de l'AMF correspond à un mandat non renouvelable de 5 ans. Comme vous le savez, l'AMF est une autorité publique indépendante qui a pour mission de veiller à la protection de l'épargne investie en produits financiers, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Vous avez tous reçu le CV de Mme Barbat-Layani, que je vais inviter à nous exposer les raisons ayant motivé sa candidature et ce qu'elle entend proposer pour l'exercice du mandat qui lui serait éventuellement confié. Puis j'inviterai notre rapporteur désigné pour cette audition, c'est Albéric de Montgolfier, à lui poser les premières questions. Et enfin, nous aurons, comme à l'accoutumée, un débat. Je veux rappeler que les délégations de vote ne sont pas autorisées et seuls les sénateurs présents physiquement pourront prendre part au vote à bulletin secret à la fin de cette réunion. En vertu du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution, le président de la République ne pourrait procéder à cette nomination si l'addition des votes négatifs exprimés dans les commissions des finances des deux assemblées représentait au total au moins les 3/5 des suffrages exprimés. Madame Barbat-Layani a été entendue la semaine dernière par la commission des finances de l'Assemblée nationale et le dépouillement simultané aura lieu demain à 9 h. Rémi Ferraud et Marc Laménie, secrétaires du bureau, m'assisteront pour ce dépouillement comme scrutateurs. Les résultats seront donc connus demain matin. Je vous rappelle enfin que, conformément à la loi du 23 juillet 2010, cette audition est publique et retransmise en direct sur le site Internet du Sénat. Je vous cède donc la parole pour un propos introductif avant que nous procédions aux questions comme à l'habitude. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission. Comme Monsieur le Président vient de le rappeler, le Président de la République m'a fait l'honneur d'envisager de me nommer présidente de l'autorité des marchés financiers. Votre Commission doit se prononcer sur cette nomination conjointement avec celle de l'Assemblée nationale, la Commission des finances, qui m'a en effet auditionné la semaine dernière sur ce sujet. Cette procédure, à mes yeux, montre l'importance à la fois de la fonction, mais aussi l'importance de la relation institutionnelle directe et forte qui existe entre l'AMF et la représentation nationale. J'en suis pleinement consciente et il est donc très important que cette relation soit fondée sur la confiance. Si vous confirmez ma nomination, j'aurai évidemment l'occasion de revenir devant vous pour rendre compte de l'action de l'AMF qui entretient, je le sais, une relation très étroite avec le Sénat, mais aussi sans doute pour évoquer des sujets plus précis parmi vos préoccupations. Je connais notamment l'attachement de votre maison à la protection des épargnants, qui est la première mission de l'AMF. Je vais tenter d'être synthétique dans mes propos liminaires qui viseront principalement à préciser la vision que j'ai de l'AMF et ce qui, dans mon parcours, a pu me préparer à élaborer cette vision et à me donner les moyens, je l'espère, de la mettre en œuvre. Je ne reviendrai donc pas sur mon parcours qui, professionnellement, a presque 30 ans, donc je pense que ça prendra un peu de temps et puis ça n'est pas forcément très passionnant. Sinon, lorsqu'il pourra venir étayer les convictions que je vais essayer de vous présenter de manière synthétique. Fondamentalement, à mes yeux, le rôle du président de l'AMF ou de sa présidente est d'incarner l'institution, d'en asseoir la puissance et la crédibilité et d'exercer à bon escient les pouvoirs qui sont les siens au service d'objectifs clairs. Il ne doit évidemment pas agir seul, mais avec son collège, avec l'appui du secrétariat général et avec les équipes de l'AMF, tout en sachant évidemment, in fine, assumer ses responsabilités lorsque cela est nécessaire et utile.
Le président doit aussi rendre compte de son action, d'abord au Parlement, et il remet chaque année, par ailleurs, un rapport au président de la République, au gouvernement. C'est non seulement légitime, mais c'est aussi nécessaire pour agir à bon escient. Enfin, il doit développer le dialogue avec la société civile au travers des représentants des différentes parties prenantes qui sont d'ores et déjà aujourd'hui représentées à l'AMF, puisqu'elle dispose de plusieurs commissions consultatives et d'un comité scientifique, mais aussi, et c'est là une nouveauté d'une certaine manière, le président ou la présidente doit trouver le moyen de parler simplement et efficacement à des publics un peu nouveaux, particulièrement vulnérables, notamment les jeunes. Il s'agit là d'une conviction profonde. Non seulement tout citoyen doit avoir accès à l'éducation financière, car c'est sans doute la meilleure des préventions, mais l'AMF doit poursuivre et adapter ses efforts en matière de pédagogie et de communication. Le rôle du président, tel que je le conçois, sera de pousser le plus loin possible l'accessibilité des objectifs dont il a la charge à tout le public concerné. En effet, la finance ne doit jamais se satisfaire d'être un monde d'experts. Or, elle a parfois tendance à se complaire dans les sigles, dans des termes anglo-saxons, qui laissent au bord de la route la plupart d'entre nous, y compris moi d'ailleurs, et ceux qui auraient le plus besoin de comprendre ce dont il est question. L'AMF doit continuer à être une boussole, un point de repère reconnu et crédible. Elle doit en permanence définir des points d'équilibre qui ne sont pas toujours évidents entre plusieurs objectifs qui peuvent apparaître contradictoires, au moins en apparence, l'innovation et la protection, la sécurité et le rendement, l'exhaustivité et la pertinence de l'information et sa lisibilité, la compétitivité de la place financière et la protection des épargnants et des investisseurs. En tant qu'autorité de contrôle et régulateur de marché, l'AMF remplit un rôle aussi traditionnel que fondamental sur 3 points, la protection des épargnants, la transparence des marchés et le financement de l'économie. La protection des épargnants, je l'ai dit, est le premier objectif, tout simplement parce que tout le monde n'est pas à égalité face à l'information. C'est en soi donc un sujet majeur dans un univers économique et financier qui est pour le moins incertain. Au passage, l'AMF peut être amenée à gérer des crises, situation que j'ai été amenée à connaître à plusieurs reprises. Évidemment, je ne souhaite pas forcément me retrouver une 4e fois face à une gestion de crise, mais après tout, ce sont des choses qui peuvent arriver et l'expérience peut s'avérer un petit peu utile. Deuxième objectif, la transparence des marchés. Nous disposons d'instruments puissants, mais encore faut-il savoir où sont aujourd'hui les marchés, puisque tout ne se passe pas sur des marchés connus, réglementés et identifiés, où se passent les transactions, où se passe l'incitation à investir. C'est parfois aujourd'hui sur les réseaux sociaux que ça se passe. Et donc on est hors de l'univers classique dans lequel nous intervenons. Troisième objectif, le financement de l'économie, qui nécessite également une vigilance très particulière dans le contexte actuel, contexte marqué par un endettement élevé des acteurs, alors que les taux d'intérêt remontent, avec une inflation élevée qui écrase un certain nombre de rendements et donc peut créer à la fois une recherche parfois dangereuse de rendement sur des produits plus risqués, mais aussi peut amener à plus de court-termisme et donc poser des problèmes par rapport aux besoins de long terme qui sont plus importants que jamais pour financer nos infrastructures, notre modèle social ou évidemment la transition écologique. Au-delà de ces 3 enjeux traditionnels de l'AMF, j'en listerai rapidement plusieurs qui sont assez nouveaux, pas tous totalement nouveaux, mais qui le sont par rapport à ces missions traditionnelles. D'abord, le fait que les risques qui pèsent sur l'intégrité des marchés, fait d'asymétrie d'information et de fraudes et arnaques qui sont sans cesse renouvelées. Je pense qu'il faut être conscient du fait que depuis que le monde est monde, on a toujours tenté d'arnaquer les gens et que donc la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on identifie au plus vite les endroits où ça se passe et comment est-ce qu'on agit efficacement. Deuxième enjeu un peu nouveau, les enjeux liés aux données,
à la fois à la protection des données. On voit d'ailleurs qu'il peut y avoir une tension entre la protection des données personnelles et l'efficacité de la sanction des régulateurs, mais aussi la cybersécurité. L'innovation, qu'il faut évidemment comprendre, encourager, accompagner, mais aussi encadrer efficacement. L'objectif de verdissement de la finance, je parle de verdissement réel, bien sûr. C'est un des grands objectifs dans lequel l'AMF s'est beaucoup investi depuis 2019, notamment. Et elle le fait avec des outils importants qui passent aussi d'ailleurs par la réglementation européenne. Les enjeux de l'égalité professionnelle et de la diversité dans le monde financier sont aussi des enjeux non pas forcément nouveaux, mais que nous devons développer pour que celle-ci reflète mieux la société et, encore une fois, éviter qu'il y ait des fuites vers d'autres univers qui sont moins régulés. Le dernier enjeu, est sans doute le plus difficile, c'est d'obtenir la confiance des épargnants et du grand public à l'heure des fake news, mais aussi de la décrédibilisation généralisée des experts. Comment, en tant qu'expert, prendre la parole, être entendu, écouté, ne pas être immédiatement d'ailleurs démenti parce qu'on est expert ou parce qu'on représente une institution. Je n'ai pas forcément d'ailleurs de réponse à ce sujet qui ne concerne évidemment pas que l'AMF, mais il faut savoir que notre action devra s'exercer dans ce contexte. Donc l'AMF, évidemment, doit savoir sanctionner lorsque c'est nécessaire, ça a aussi un aspect évidemment dissuasif. Elle doit veiller à renforcer constamment la sécurité juridique de son action, mais aussi la performance de ses outils, notamment ses outils numériques. C'est un sujet sur lequel il pourra arriver d'ailleurs que l'AMF ait besoin de votre soutien. Autre défi qui, à mes yeux, n'est pas le moindre, sans doute parce que j'y suis particulièrement sensibilisée dans mes fonctions actuelles de secrétaire générale d'un grand ministère, l'AMF doit disposer des moyens, notamment humains, de mener à bien ses missions. J'insiste sur les moyens humains parce que, bien sûr, il y a un jeu traditionnel sur les moyens budgétaires. Je suis aujourd'hui un peu en conflit d'intérêts puisque je suis responsable financier du ministère de l'économie et des finances, mais je plaide aussi la cause de l'AMF. Pour autant, je dirais que les enjeux budgétaires, bien sûr, ils existent et il ne faut pas le nier. Pour autant, je pense que l'enjeu majeur, c'est un enjeu humain, un enjeu de ressources humaines. C'est vraiment l'enseignement que je tire des 3 années que je viens de consacrer à ces sujets au secrétariat général du ministère. On peut se fixer un programme ambitieux et adapté aux besoins des épargnants, des marchés et du financement de l'économie. Si on n'a pas les équipes, si on n'a pas un dialogue social qui fonctionne et qui permet d'arriver à des solutions et parfois d'ailleurs à des compromis qui seront solides plus que des choses que l'on peut penser imposer sur le papier, franchement, je pense qu'on n'arrivera pas à grand-chose. Et donc, ça sera pour moi un de mes principaux enjeux en tant que présidente que de réfléchir et de travailler à la mobilisation des équipes, à l'exemplarité interne aussi, qui est sans doute un des leviers les plus puissants pour y parvenir, notamment quand on porte des combats forts vis-à-vis du monde extérieur. C'est vrai qu'on a besoin aussi de sentir qu'ils sont portés en interne et dans la gestion de la maison. Au-delà de cette gestion interne, je suis convaincue que l'AMF doit accompagner la place financière française et la tirer vers le haut. Permettez-moi d'évoquer là aussi une conviction. Les meilleurs financiers sont ceux qui savent qu'un gendarme sévère, mais juste et compétent, bien sûr, est à terme la meilleure garantie de pérennité et de développement d'une place financière. C'est en tout cas le choix qui a été fait sur une place continentale comme Paris et je pense qu'il nous appartient, à l'AMF d'ailleurs, de convaincre ceux qui n'y croient pas ou qui n'ont pas compris. Donc nous avons les moyens de le faire et d'autre part d'imposer ce choix stratégique qui est un choix de moyen et long terme. C'est d'autant plus important que le Brexit a ouvert de réelles opportunités de développer cette activité, non pas uniquement pour elle-même d'ailleurs, même s'il y a à la clé quelques emplois directs et indirects, mais surtout pour s'assurer que nous avons en France les moyens de drainer notre épargne, qui est abondante, vers le financement de nos acteurs prioritairement et d'assurer ainsi l'attractivité et la soutenabilité de notre économie
ainsi que la localisation des centres de décision sur notre territoire et, in fine, notre souveraineté. Mais cette attractivité, évidemment, ne peut pas se faire au détriment de l'intégrité. Nous sommes confrontés à une tentation, réelle ou supposée, de compétition réglementaire, avec un risque de compétition vers le moins-disant réglementaire. Il m'est arrivé dans le passé d'entendre des propos en provenance de tel ou tel représentant de places financières qui faisaient du moins-disant réglementaire un argument de vente. J'ai expliqué en quoi je n'y croyais pas et aussi en quoi nous pouvons faire prévaloir une approche de long terme, protectrice, soucieuse d'intégrité et qui nous permet d'ailleurs d'être aux avant-postes en matière de finances vertes. Je terminerai donc, je l'ai un peu abordé, par l'importance de la crédibilité de l'AMF en Europe et à l'international. C'est évidemment fondamental pour peser dans ces batailles réglementaires dont j'ai appris à comprendre les enjeux concurrentiels. Il arrive en effet notamment que derrière une virgule, une phrase manquante dans une directive européenne, on favorise ou on défavorise tel ou tel modèle économique et financier. Donc ça nécessite une grande vigilance. Et il faut non seulement savoir lire entre les lignes, mais aussi se battre avec des armes qui ne sont pas forcément les mêmes que celles auxquelles nous sommes habitués sur notre territoire. L'AMF dispose d'une grande crédibilité aujourd'hui dans les cénacles européens et internationaux. Elle le doit largement à Robert Ophèle, qui a su renforcer considérablement le poids de la parole de l'AMF en Europe et au niveau international. Ce qui n'est pas d'ailleurs si facile que ça, puisqu'on est dans un univers qui reste aujourd'hui encore largement dominé par le monde anglo-saxon. Mais il s'agit d'un atout clé que j'aurai à cœur de maintenir et de développer. Alors évidemment, ça ne se décrète pas. Je l'ai d'ailleurs un peu vécu au cours des années que j'ai passées sur les sujets européens et notamment à Bruxelles. La crédibilité vis-à-vis de nos interlocuteurs, elle s'acquiert avec le temps, avec la fiabilité, avec la transparence, avec l'attention que l'on apporte à la compréhension de leurs enjeux, à la capacité à négocier des compromis. Ça passe aussi par l'affirmation simple et souvent directe de ce qui est important pour nous, de ce qui n'est pas négociable et de nos spécificités. Évidemment, ça nécessite de devoir à la fois renoncer à avoir raison tout seul, qui est un peu un travers auquel nous sommes parfois, je l'espère à tort, enclins du point de vue de nos partenaires, et ça n'est donc pas toujours facile, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas défendre nos objectifs sans présupposer évidemment qu'ils sont compris, connus, voire même partagés. Je veillerai évidemment à travailler en ce sens. Et Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention ainsi que les membres de la Commission et le rapporteur. Merci Madame pour ce propos introductif très clair qui marque votre vision et les lignes directrices qui seraient les vôtres si vous êtes désigné à la tête de l'AMF. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à notre rapporteur qui est désigné pour cette audition, Albéric de Montgolfier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire Générale, merci de ces propos qui, sur votre parcours et votre vision, qui répondent déjà à un certain nombre de questions. Je vais commencer par revenir un peu sur votre parcours. Non pas qu'il pose des difficultés, vous avez une expérience qui est à la fois dans le secteur privé, à travers la Fédération Crédit Agricole, dans le secteur public, notamment à travers la supervision des marchés dans les différents bureaux du Trésor. Et également, c'est là où un certain nombre d'entre nous vous ont connu, entre 2014 et 2019, à la direction générale de la Fédération bancaire française. Donc une expérience qui est riche, qui, à mon sens, vous qualifie pour ce poste. Mais il y a une question qui va nécessairement se poser, qui peut se poser, qui est celle des éventuels conflits d'intérêts. Puisque vous avez, par exemple, lorsqu'on est à la Fédération bancaire française, on a comme interlocuteur des régulateurs, on a parfois contre soi ou un dialogue avec la CPR, par exemple, et il faut rappeler que les normes professionnelles des établissements qui sont membres de la Fédération bancaire française sont également parfois définies pour partie par l'AMF, par le biais de ce règlement général. Donc la question qui se pose est très simple. Comment pensez-vous répondre à cette question, cette situation pour prévenir les conflits d'intérêts
Est-ce qu'il vous semble que la collégialité, c'est sans doute une réponse, est-elle suffisante alors que le président ou la présidente de l'AMF dispose de pouvoirs d'une autorité particulière? Et est-ce que vous estimez que la composition, par exemple, du collège de l'AMF devait être revue pour rééquilibrer les intérêts représentés à son sein? Voilà, je pense qu'il y a besoin d'éclaircissement, même si, encore une fois, on a échangé avec vous, nous avons échangé ce week-end, après la de cette édition. C'est toujours un sujet, par définition, extrêmement compliqué. On nous demande de désigner des personnalités qualifiées, mais il faudrait par définition qu'elles n'aient jamais eu d'intérêt. Donc voilà, c'était par définition impossible. Donc pour moi, c'est pas en soi, l'expérience est quelque chose de nécessaire et vraiment votre expérience de ce point de vue vous qualifie. Il faut juste peut-être avoir cette réponse sur les éléments qui permettraient éventuellement de prévenir s'il devait y avoir des conflits d'intérêts. J'ai 3 questions sur le fond, puisqu'on m'a demandé de préparer cette audition. La première, vous l'avez un peu abordée dans votre propos préliminaire. Il concerne le contexte que nous vivons actuellement. Contexte d'inflation, volatilité forte sur les marchés, turbulence sur les marchés, qui conduit un certain nombre d'épargnants, qui conduit un grand nombre d'épargnants à se tourner vers parfois des produits plus exotiques ou être sous l'influence parfois d'informations sur Internet, voire d'influenceurs. Il y a eu des condamnations à cet égard. Et donc, parfois aller vers des actifs qui sont très peu régulés. Je pense aux crypto-actifs très volatiles. Donc, la question dans ce contexte d'inflation, de contexte de volatilité des marchés, comment mieux protéger les épargnants? Vous savez que c'est une préoccupation, vous l'avez dit, du Sénat. J'ai porté moi-même un certain nombre d'amendements qui sont dans la loi maintenant pour interdire la publicité sur certains produits exotiques. Comment donc protéger mieux les épargnants qui pourraient être tentés d'aller vers des produits plus risqués, mais qui n'en maîtrisent pas forcément le fonctionnement? Comment transmettre les bonnes informations? Et si votre nomination à la tête de l'AMF était approuvée, globalement, quel point d'équilibre faut-il trouver entre l'innovation qui est nécessaire? On ne va pas rester figé sur des produits, sinon c'est la compétitivité de la place de Paris qui peut s'en trouver amoindrie. Et donc il faut assurer cette innovation, mais également cette protection qui est, vous l'avez dit dans votre propos préliminaire, la mission première de l'AMF. Et de ce point de vue également, comment mieux normaliser l'information. On a fait avec le rapporteur général un certain nombre de propositions en matière d'assurance vie sur les frais. Les épargnants, ils sont noyés, vous l'avez dit, avec un flot d'informations sur Internet. Il est parfois difficile de trouver une information fiable et normalisée. Donc c'est une première question, protection, information des épargnants dans un contexte de forte volatilité des marchés et de forte turbulence. La deuxième question concerne ce que nous avons fréquemment abordé ces dernières années dans cette commission, les conséquences du Brexit sur la régulation des marchés financiers. Alors, vous l'avez dit, au Royaume-Uni, le gouvernement, du moins ce qu'il en reste, et le régulateur britannique annonce régulièrement vouloir simplifier, alléger les normes et les règles qui pèsent sur la City. Alors ma question est très simple. Quel est, selon vous, le bon dosage entre protection des épargnants, mission première, vous l'avez dit, et recherche de la compétitivité pour la place de Paris? Alors par le passé, vous avez dit, je crois, je vous cite, qu'il ne faut pas avoir, face à la réglementation, qu'il faut avoir une approche non naïve de l'impact des normes sur les acteurs. Donc est-ce que vous pouvez développer sur ce point ce qui est une approche non naïve, et notamment comment envisagez-vous l'articulation entre la supervision nationale, celle de l'AMF, et l'autorité européenne de régulation des marchés, l'ESMA? Et troisième et dernière question, elle porte sur les décisions de justice récentes, y compris de la Cour de justice, qui ont annulé un certain nombre de décisions, notamment sur les FADET, sur les droits de visite, et qui conduisent de fait à réduire considérablement les pouvoirs d'enquête de l'AMF, notamment, je pense, au délit d'initié. Voilà, donc, si demain on ne peut plus enquêter, si on ne peut plus conserver les traces, est-ce que ça sert encore à quelque chose d'avoir un comité de sanctions, une commission de sanctions, ou alors est-ce que c'est la porte ouverte à tous les délits, y compris délits d'initiés? Donc quelle est votre position? C'est très compliqué parce que ça ne dépend pas simplement des juridictions nationales. Faut-il faire évoluer la réglementation? J'aimerais vous entendre sur ce point. Donc merci pour ces propos introductifs et on sera très heureux de vous entendre.
Merci, monsieur le rapporteur, et je vous propose de répondre tout de suite à l'intervention et aux questions de notre rapporteur avant de procéder au tour de table habituel. Merci, Monsieur le Président. La première question qui a été posée par Monsieur le rapporteur est évidemment fondamentale. C'est la question de mon parcours, je ne suis pas naïve, justement, je ne méconnais pas le fait qu'il peut interroger, même s'il n'a rien non plus de particulièrement, je dirais, original, puisque je vais aborder l'année prochaine, je pense, ma 30e année de carrière. J'ai dû consacrer plus de 20 ans au secteur public. Effectivement, au fond, si je devais caractériser mon parcours et ce qui a le plus compté, c'est quand même la régulation et notamment la direction du Trésor et l'inspection générale des finances, où j'ai eu l'occasion de travailler, je pense, le plus longtemps. Mais effectivement, j'ai travaillé dans le secteur privé. Cela me donne, je pense, une expérience et une compétence qui seront utiles pour expertiser, voire contre-expertiser dans un certain nombre de cas, les éléments qui pourront être avancés par un certain nombre d'interlocuteurs. Depuis son origine, d'ailleurs, l'AMF et ses deux ancêtres, la COB et le CMF, ont toujours trouvé l'occasion d'avoir un dialogue avec le secteur privé, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que le règlement général de l'AMF, ça ne m'a jamais été présenté comme tel, a été écrit par quiconque d'autre que l'AMF. Et donc je pense que c'est ça, en fait, le point majeur, c'est avec son expérience, avec son intégrité personnelle, avec sa vision des choses, de prendre la bonne distance par rapport à un secteur régulé, mais qu'il faut aussi comprendre et connaître. Une régulation ne peut fonctionner que si elle intervient au bon endroit, à bon escient, en tenant compte des contraintes, ne serait-ce que techniques, qui peuvent se poser, par exemple, sur les systèmes d'information. Au-delà de ça, il y a la question des éventuels conflits d'intérêts. Alors, au jour où je parle, je suis juridiquement concernée par un conflit d'intérêts direct, qui est le fait que j'exerce actuellement encore un mandat pour le compte de l'État dans la banque Dexia, enfin ce qu'il en reste. Et donc, fondamental. Alors là, évidemment, si je suis retenue pour ce poste, je démissionnerai évidemment de ce mandat. Et d'autre part, cela signifie en effet que si Dexia est amené à venir poser des questions à l'AMF, là, c'est un cas clair de déport absolu, c'est-à-dire que je ne pourrai pas me prononcer. Ensuite, il y a une question qui est plus compliquée, qui est, au-delà des conflits d'intérêts directs, manifestes, prévus par la loi, la question de ce qu'on appelle parfois la théorie des apparences, c'est-à-dire comment faire en sorte que, effectivement, les décisions qui seront prises par l'AMF ne puissent pas être considérées comme ayant été totalement influencées par certains éléments de mon parcours professionnel. Bon, là, je dirais qu'il y a plusieurs réponses. Vous l'avez évoqué, monsieur le rapporteur, l'AMF est fondamentalement une institution collégiale. Pour avoir beaucoup travaillé dans des autorités de contrôle, puisque j'ai siégé pendant, je pense, 7 ans dans l'ancêtre de la CPR, qui s'appelait à l'époque encore la commission bancaire, il y avait le CECEI d'ailleurs aussi, eh bien, la façon dont ça se passe, c'est que déjà les décisions sont préparées par des services. Donc, ce n'est pas moi toute seule qui, évidemment, vais élaborer dans le secret de mon bureau une décision qui pourrait être ensuite critiquable. Ensuite, et c'est fondamental, ça c'est une expérience que j'ai eue à plusieurs reprises dans ma carrière, on travaille de manière collégiale. Alors certes, il y a des pouvoirs propres du président, et c'est sans doute là qu'il faudra que je sois le plus vigilante, c'est-à-dire lorsqu'on est dans des pouvoirs propres du président, par exemple faire appel d'une décision de la commission des sanctions qui est, elle, complètement indépendante au sein de l'AMF. Alors, à ce moment-là, effectivement, la question devra, je dirais, c'est là où l'intensité de la question de l'apparence de conflit d'intérêts pourra se poser au maximum. Mais le reste du temps, évidemment, il y a un collège. D'après ce que je peux savoir d'ailleurs au collège, le début des PV, c'est toujours l'identification des conflits d'intérêts potentiels des membres du collège, y compris son président ou sa présidente. Donc là, d'abord, la collégialité, ça permet effectivement d'éviter de prendre des décisions inadaptées d'une manière générale et qui pourraient effectivement poser problème. Il faut que le dialogue soit franc au sein du collège. Si quelques personnes autour de la table du collège me disent bah, là-dessus,
Madame la Présidente, on pense que votre intervention pourrait être mal interprétée. On s'organisera. D'ailleurs, il y a un des membres du collège, qui est, je crois, la personne qui a été désignée par le Conseil d'État, qui est en charge de la déontologie au sein du collège et qui pourra intervenir sur ces sujets. Donc voilà ce que je peux apporter comme réponse. Il y a évidemment des réponses juridiques claires. J'ai indiqué quels étaient, de mon point de vue, les conflits d'intérêts directs que je pouvais identifier. Il y a une réponse plus, je dirais, de pratique, d'attention apportée aux décisions de l'institution qui doivent être évidemment incontestables. Et je crois avoir essayé d'indiquer que ça serait effectivement une question de pratique, de mise en œuvre et de prévention et aussi de bonne perception et de dialogue avec le déontologue, par exemple, du collège. Vous avez évoqué 3 questions de fond. Alors, la question d'abord du contexte sur les marchés et d'une forme notamment l'inflation, la volatilité, qui peuvent évidemment amener les épargnants à prendre des décisions peu avisées en se tournant soit vers ce que vous appelez des produits exotiques, soit en écoutant davantage les influenceurs que l'AMF, qui est un sujet qui dépasse le contexte actuel malheureusement, ou en allant investir dans des produits risqués type cryptoactifs. Et donc la question, c'est comment mieux protéger les épargnants dans ce contexte, sans pour autant, vous avez aussi évoqué ce point, tuer l'innovation, puisqu'effectivement, on peut avoir la tentation de se dire « oulala, tout ça est très compliqué, et donc on ne fait rien, on n'en veut pas chez nous ». Et là, effectivement, la place de Paris pourrait être en effet en retard. Vous avez évoqué une autre question, enfin une question qui est liée d'ailleurs, qui est comment mieux normaliser l'information, puisque effectivement, il y a une tension permanente entre une information exhaustive et une information qui est lue et qui est comprise. Donc ça, c'est effectivement un point important. Donc d'abord, comment protéger les épargnants dans le contexte actuel ? Il y a une gradation de choses que l'on peut faire. D'abord, effectivement, lorsqu'on est face à des produits qui sont véritablement trop dangereux, ça a été le cas des options binaires, ça a été le cas du trading sur le forex, etc., il faut tout simplement interdire. Après, il y a des sujets qui sont un peu au milieu du gué, je dirais, qui est par exemple le sujet des cryptoactifs. Alors, je dois dire que je suis très admirative de l'approche qui a été retenue par l'AMF, puisque l'AMF a décidé, elle était seule à l'époque à le faire, même si aujourd'hui il y a un règlement européen et qui a été largement initié suite à l'initiative française. L'AMF a été la première à introduire une forme de réglementation avec un dispositif d'enregistrement et d'agrément pour les prestataires de cryptoactifs. Il y avait là une forme de pari. Ça n'a d'ailleurs pas forcément été très, unanimement accueilli à l'époque, parce que comme dans toute prise de risque, effectivement, il y a un risque. Et je pense que cette prise de risque était justifiée, parce que de toute façon, ces activités se déroulaient. Donc soit on considérait qu'on n'était pas concerné, que les gens qui mettent de l'argent dans les cryptoactifs, et ce sont souvent des jeunes, un peu moins aguerris que de plus anciens, dirons-nous, et qui ne s'identifient peut-être même pas eux-mêmes comme épargnants et pouvant bénéficier d'une protection quelconque. Donc en prenant cette initiative de dire ce sont des actifs financiers comme d'autres, ou en tout cas qui peuvent être assimilés à d'autres actifs financiers. Donc les opérateurs qui veulent intervenir sur notre territoire doivent être enregistrés, voire agréés. Alors je crois qu'il n'y a pas eu de cas d'agrément jusqu'à présent, mais ça sera sans doute une des choses qui sera ouverte avec le nouveau règlement sur les cryptoactifs européens qui va entrer en vigueur. Mais il y a eu des entités qui ont été enregistrées. Et d'ailleurs, l'une d'entre elles vient de se voir retirer son enregistrement, ce qui montre d'ailleurs l'intérêt de cette démarche, parce que je pense que le fait de se voir retirer l'enregistrement a certainement un effet de contre-publicité, et je pense que c'était une des choses qui était recherchée par l'AMF, justement de pouvoir intervenir en termes de communication aussi sur la base de cette action.
Deuxième question, effectivement, les influenceurs. Alors, il n'y a pas évidemment de réglementation du métier d'influenceur, à moins qu'ils ne puissent rentrer dans la qualification de conseiller en investissement, ce qui n'est évidemment pas le cas parce que la plupart d'entre eux parlent de tout un tas de sujets et au passage, effectivement, souvent moyennant finance, et là, c'est là qu'on a un biais pour intervenir, en partenariat avec la DGCCRF d'ailleurs au passage, eh bien ils font de la publicité pour des produits financiers sans le dire et sans dire qu'ils sont rémunérés pour cela. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer de faire progresser la transparence. Ça passe évidemment par l'action qui a été engagée d'ailleurs avec l'autorité de régulation de la publicité, et ça peut aussi passer par l'exercice d'un pouvoir de sanction, alors qui n'appartient pas à l'AMF, mais qui peut se faire en mobilisant la DGCCRF. Il y a d'ailleurs déjà un précédent. Et c'est d'ailleurs un sujet que j'ai déjà pu évoquer avec mon actuel collègue qui dirige la DGCCRF et qui m'a rappelé qu'il serait utile que nous refassions une convention ou un protocole entre la DGCCRF et l'AMF, ce à quoi je m'attacherai. Je me demande aussi s'il ne serait pas utile d'aller collaborer un peu plus directement avec l'Autorité nationale des jeux. Non pas qu'on soit exactement dans le même domaine, mais il y a parfois des modalités de publicité ou de diffusion, effectivement, qui peuvent être proches. Donc ça m'intéressera d'avoir effectivement leur connaissance de ce sujet. Après, je pense qu'il faut se dire que à l'âge qui est le mien, je n'ai peut-être pas exactement tous les outils pour identifier les modalités sur lesquelles interviennent les influenceurs. Donc ça veut peut-être dire qu'il faut qu'on s'adjoigne au sein de la commission scientifique ou au sein des comités consultatifs de l'AMF des experts qui connaissent un tout petit peu mieux les réseaux sociaux, ce qui s'y passe et le monde des influenceurs qui est effectivement assez peu régulé pour ce que je peux en voir. Vous avez donc sur l'information, alors effectivement, on a des prospectus qui sont, je pense, assez exhaustifs. Voire trop. La question, c'est effectivement... Alors, il y a sur beaucoup de produits, il y a la fiche d'information synthétique simplifiée qui a été mise en place au niveau européen. Et donc, effectivement, c'est tout un art d'exécution, là aussi, puisque d'une part, s'il y a plein de choses dans le prospectus, c'est sans doute parce que ces choses sont utiles. Et après, il faut en faire une synthèse, parce qu'autrement, personne, mis à part les investisseurs ultra avisés ou qui peuvent payer des gens qui savent lire les prospectus, ne peuvent les utiliser à bon escient. Donc, oui, c'est un vrai sujet. Il y a déjà des tentatives et des manières d'essayer justement d'avoir des fiches synthétiques qui sont lisibles et qui sont plus accessibles aux investisseurs particuliers, notamment. Bon, après, il faut peut-être là aussi aller chercher du côté des sciences comportementales pour justement mieux identifier comment est-ce qu'on communique efficacement, comment est-ce qu'en une phrase, on dit que, par exemple, il n'y a pas de rendement sans risque. Enfin, quelques sujets de base qui sont un peu perdus de vue. Malheureusement, c'est aussi le sujet de l'éducation financière que j'évoquais. D'ailleurs, les institutions publiques, notamment la Banque de France, ont beaucoup monté en puissance dans ce domaine. Je pense qu'il est important que tous les Français puissent avoir un minimum de bagage sur ces sujets, même quand ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et je dirais, a fortiori, quand ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas se permettre de tout perdre. Et donc, c'est là qu'il faut aller les chercher au bon endroit, sans doute dans le système scolaire, et puis ensuite à d'autres endroits, d'ailleurs peut-être en utilisant nous-mêmes les canaux de l'influence. Après tout, visiblement, ça marche dans d'autres domaines. Donc, il faut peut-être se poser ce type de questions et progresser sur, effectivement, les différents canaux de communication qu'on peut utiliser. Vous avez posé la question des conséquences du Brexit sur la régulation des marchés financiers, avec effectivement le risque, je parle bien de risque parce que je pense qu'on ne peut pas avoir de soupçon a priori qu'il y ait une compétition basée sur le moins-disant réglementaire. Alors ça, c'est une réalité. Il faut là aussi savoir utiliser sa puissance. L'Europe
est un énorme marché. L'Union européenne est un énorme marché, notamment parce que l'épargne y est extrêmement abondante, et c'est quand même la matière première sur laquelle travaillent les marchés financiers. Et donc, il faut que nous soyons vigilants, notamment dans toutes les discussions qui vont avoir lieu maintenant, alors qui peuvent être d'apparence effectivement très techniques, sur les équivalences. C'est-à-dire, est-ce qu'au moment où le Royaume-Uni, puisqu'on parle du Royaume-Uni, a quitté l'Union européenne, par définition, ils avaient les mêmes textes que nous, puisqu'on était dans un univers d'harmonisation. Alors après, il y a la mise en œuvre de la réglementation, qui est aussi un autre sujet. Mais en tout cas, ils avaient les mêmes textes que nous. Et donc, parfois, ils râlaient contre ces textes, d'ailleurs. Notamment, je me souviens d'une croisade contre le plafonnement des rémunérations sur les marchés financiers. Mais ils avaient, je crois, été jusqu'à la Cour de justice qui leur avait indiqué qu'ils devaient respecter cette réglementation. Donc, je ne soupçonne pas du tout, a priori, la place financière de Londres, qui est une des 3 plus grandes places financières mondiales, de vouloir prendre des risques excessifs et de se retrouver dans des situations qui ont pu être connues par d'autres places financières, avec des défauts d'intégrité, des canaux de financement reposant sur du blanchiment, voire du financement du terrorisme. C'est évidemment pas l'intérêt d'une place financière, et je pense que la place financière de Londres en est pleinement consciente. Après, il faut regarder, parce que le diable peut être dans les détails, effectivement. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur de la stricte équivalence, c'est-à-dire est-ce que la réglementation qui désormais est autonome au Royaume-Uni va être totalement calée sur la réglementation européenne. La Cour de justice, je crois, n'aura plus l'occasion de trancher les différends éventuels sur la mise en œuvre de la réglementation. Donc voilà, il faudra effectivement être présent auprès de la Commission européenne qui devra instruire les dossiers de demande d'équivalence et s'assurer qu'il n'y a pas en effet de distorsion de concurrence liée à une phrase manquante, comme je le disais tout à l'heure, ou à une virgule, voire à une traduction, comme on a pu le voir dans certains domaines. Quand j'étais attachée financier à Bruxelles, j'assistais à toutes les réunions des traducteurs, parce qu'effectivement, souvent, au travers de la traduction, on pouvait avoir, disons, des nuances. Voilà. Et donc, les nuances peuvent parfois être très problématiques, et il faut être vigilant et se faire confiance, se dire qu'effectivement, nous représentons un marché important. L'Europe représente un marché important et elle doit pouvoir affirmer son objectif. Par définition, depuis l'origine, la réglementation financière européenne, elle est particulièrement protectrice, c'est sa marque de fabrique. Elle est d'ailleurs en partie liée à la philosophie française en la matière, qui est peut-être un peu plus protectrice que d'autres dans beaucoup de domaines, y compris dans le domaine financier. Donc, je pense qu'il faut être très vigilant. Évidemment, ça passe par le travail à l'ESMA, c'est clair. Ça passe aussi par le travail dans les institutions internationales. Il y a une réunion en ce moment même de l'IOSCO au Maroc où je pense que ces sujets vont être débattus puisque, effectivement, il y a des questions d'équivalence pour accéder à notre marché ou tout simplement de protection pour les investisseurs qui pourraient être confrontés à des acteurs qui ne seraient pas à minima enregistrés sur le marché européen. Sur les décisions de justice récentes, par définition, elles sont légitimes, par définition. Après, il va falloir effectivement que l'AMF, je pense que c'est presque un peu tôt pour le dire, examine exactement les conséquences de ces décisions de justice. Je pense notamment à la décision de justice, à l'avis qui a été demandé à la Cour de justice européenne, à l'avis préjudiciel sur la conservation et l'utilisation des FADET, sujet qui d'ailleurs ne concerne pas que l'AMF. Alors c'est particulièrement important pour l'AMF, parce que je crois que la jurisprudence à ce stade, qui avait déjà été établie par le Conseil d'État au niveau français, etc., indique que la conservation de ces FADET de manière un peu indifférenciée est possible, mais quand on est face à un délit pénal grave. Donc évidemment, ça ne couvre pas absolument tout ce que l'AMF pourrait vouloir sanctionner. Donc il va falloir réexaminer effectivement comment est-ce qu'on préserve nos pouvoirs d'enquête. Comment est-ce qu'on fait peut-être un peu plus de visites domiciliaires, puisque ça n'est pas contesté, et aussi comment est-ce qu'effectivement, le cas échéant,
on sollicite des adaptations réglementaires ou législatives, si tant est d'ailleurs qu'on ait une marge de manœuvre au niveau franco-français, puisqu'il y a un avis de la Cour de justice. Après, les avis de la Cour de justice, il faut les interpréter et voir jusqu'où, effectivement, on peut préserver l'équilibre qui avait été trouvé par les juridictions françaises. Mais c'est effectivement un sujet de préoccupation parce que si on n'a pas les moyens de faire des enquêtes et de sanctionner correctement, on a moins de pouvoir de dissuasion notamment. Parce qu'évidemment, on ne peut pas forcément identifier tous les problèmes, toutes les enquêtes, mais chaque fois qu'il y a des sanctions, c'est évidemment très dissuasif. Si on n'arrive plus à sanctionner, là j'avoue qu'effectivement, il y a un problème. Mais enfin, je ne pense pas qu'on en soit là et ça sera certainement un des dossiers que j'ouvrirai prioritairement lorsque j'aurai l'occasion de le faire. Merci. Bien, merci. Après toutes ces réponses très complètes à notre rapporteur, je vous propose de céder la parole aux collègues et en premier lieu à Hervé Maurey. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire Générale, merci de votre intervention et des éléments que vous nous avez apportés. Je voudrais vous dire que, naturellement, je ne doute pas un seul instant de vos compétences, mais je suis plus inquiet sur la question de l'indépendance. Vous avez répondu sur la question du conflit d'intérêts, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que le conflit d'intérêts peut avoir une connotation juridique et pénale que n'a pas l'indépendance. Pour autant, l'indépendance, pour une autorité administrative indépendante, c'est tout à fait essentiel. Et personnellement, je suis très attaché à l'indépendance réelle des autorités administratives indépendantes, qui ne peuvent être indépendantes que si le président ou la présidente est réellement indépendante. Or, vous arrivez, ce qui en soi n'est pas péché, mais peut-être problématique directement de Bercy. Vous arriveriez directement de Bercy. Donc, quelle indépendance par rapport à l'État? Et vous avez, comme vous l'avez mentionné, comme ça a été rappelé, exercé un certain temps des responsabilités importantes au sein de la Fédération française de banque. Donc, dans ces conditions, comment pouvez-vous vraiment nous assurer qu'il y aura de votre part une indépendance qui est indispensable par rapport à la mission première, vous l'avez rappelé, de l'autorité, qui est la protection de l'épargnant? Merci. Jérôme Bacher. Merci, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale. C'est toujours une gageure de faire un discours de politique générale avec à la fin un vote de confiance ou une destitution. Mais plus sérieusement, vous avez parlé de verdissement de la finance. Alors c'est un mot, une phrase, en disant que c'est un sujet important, notamment en termes de normalisation. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel sens vous voulez aller, plutôt dans le sens, je veux dire, proposé par l'ESMA ou plutôt l'Union européenne? Enfin, j'aimerais bien avoir un peu votre tendance par rapport à votre prédécesseur qui s'était fortement impliqué dans l'affaire. Et d'autre part, vous avez commencé à y répondre avec les questions d'Albéric de Montgolfier. C'est quoi la prochaine crise? Parce qu'effectivement, quand vous êtes dans un sujet de volatilité et que vous êtes dans un sujet d'inflation, on vient de le voir il y a 15 jours en Angleterre, je ne suis pas sûr que vous ayez aujourd'hui soit les éléments à l'autorité des marchés financiers. C'est quoi votre vigilance là, du moment? Mettons que vous êtes déjà en poste, et c'est tout ce qu'on vous souhaite, mais c'est quoi votre vigilance toute particulière sur ces marchés aujourd'hui? Merci. On poursuit le tour de table avec Didier Rambaud. Merci, Président. Madame la Secrétaire Générale. Alors, c'est vrai que quand je me suis inscrit, c'était pour vous interroger sur la réglementation des crypto-monnaies. Bon, vous avez en partie répondu aux interrogations d'Albéric de Montgolfier. Néanmoins, comme le sujet fait quand même l'objet de, je dirais, de nombreux fantasmes, je constate qu'effectivement qu'il attire les jeunes. Alors j'aimerais que vous précisiez un peu plus, notamment sur cette réglementation des crypto-monnaies et la réglementation européenne. Est-ce que pour vous, quel est votre avis? Elle est suffisante? Il faut qu'on avance sur ce sujet-là. Voilà, c'est un sujet qui interpelle beaucoup. Merci. Merci. Christine. Oui, merci Monsieur le Président. Alors également, vous avez vite fait évoquer en répondant au rapporteur le fait que vous seriez conduite à discuter avec d'autres autorités de régulation. J'ai compris qu'il devait s'agir de l'Argel et justement, je souhaitais vous interroger sur ce sujet puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'argent se déplace et dans de nouveaux secteurs, notamment celui des jeux de hasard.
Et le rapporteur a insisté aussi sur la nécessité de ne pas brider l'innovation, mais on sait bien qu'aujourd'hui, avec la licorne Sora, des vraies questions se posent, et notamment comment allez-vous arriver à fixer la ligne entre ce qui est le jeu, ce qui est l'argent et les marchés financiers, et donc avez-vous des pistes d'évolution? Merci. Marc Laménie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la secrétaire générale, pour votre exposé, puis aussi concernant votre parcours antérieur qui est tout à fait remarquable. Alors moi, j'aurais 2-3 interrogations parce que, bon, les personnes averties, nous restons très modestes. Qui connaît l'AMF? Bon, quand on parle de l'AMF, je fais toujours le lien avec les collectivités locales, l'Association des maires de France. Et l'AMF, Autorité des marchés financiers, quand on évoque, je dirais, dans l'opinion publique, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui sait tout à fait. Alors, vous avez insisté sur les moyens humains, sur la bonne communication. Et puis en termes de gouvernance, comment ça peut s'articuler? Parce que bon, il y a un certain nombre de personnes qui y travaillent. Et puis vous avez insisté aussi sur la notion de proximité, parce qu'on est toutes et tous attachés à la notion de proximité. Puis la centralisation, c'est toujours Paris ou la région parisienne. Et puis il ne faut pas oublier l'ensemble des territoires, en particulier les territoires ruraux, dont les Ardennes. Oui, voilà. Merci, merci Albéric. Et quel est aussi le lien entre l'autorité des marchés financiers et les collectivités territoriales? Parce que bon, on s'aperçoit que bon, même si les collectivités locales investissent, mais elles ont quand même toujours du mal à obtenir des prêts des organismes bancaires. Voilà, mes modestes questions, je vous remercie sincèrement. Merci Marc. Et pour clore ce tour de table, il y a d'autres inscriptions, d'accord. Alors en tous les cas, c'est le tour de Vincent Capo-Canella. Merci Monsieur le Président. Madame le secrétaire général, je vais rejoindre la question de Jérôme Bascher tout à l'heure, parce que vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez vécu 3 crises. Alors question, c'est quelles leçons vous en tirez pour l'AMF? Singulièrement aujourd'hui, quel devrait être le rôle de l'AMF dans la période que nous vivons, notamment sur les marchés? Et puis, d'ailleurs, est-ce que vous utiliseriez ce mot de crise pour qualifier la situation actuelle? Deuxième point, tout à l'heure, s'agissant des crypto-monnaies, j'ai compris que vous parliez de partenariat avec la DGCCRF. Alors, il y a une convention avec le ministère, mais est-ce que vous pouvez nous peut-être préciser, parce que l'AMF étant indépendante, comment ce partenariat peut vivre et juridiquement, comment chacun joue bien son rôle en toute indépendance? Merci. Madame Paoli-Gagin. Oui, merci beaucoup. J'aurais voulu savoir, Madame, par rapport à la position de l'AMF qui était très critique envers le cadre européen de la finance durable en Europe, si on va pouvoir aller plus loin en fait que la publication d'une simple méthodologie et si vous avez comme perspective d'y travailler ardemment. Merci. Merci. Pas d'autres questions. Donc, écoutez, il vous appartient d'apporter des réponses à ces questions précises qui ont été posées. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais commencer par répondre à Monsieur le sénateur Hervé Maurey, qui a posé la question de l'indépendance, qui est une question effectivement plus vaste, en effet, que la question des conflits d'intérêts. Indépendance qui se pose pour une autorité indépendante, à la fois vis-à-vis du secteur régulé, évidemment, mais aussi vis-à-vis du gouvernement. Et donc, de ce point de vue-là, si je peux me permettre aussi au passage de reparler de la question de mon parcours et des interrogations qu'il peut susciter, je dirais que de toute façon, personne ne naît président ou présidente d'une autorité administrative indépendante. Donc forcément, c'est quelque chose qui arrive à un moment de son parcours professionnel, d'abord parce qu'on a acquis la conviction qu'on disposait au fond de soi
de cette capacité effectivement à exercer une fonction indépendante. Il se trouve, comme je l'ai évoqué d'ailleurs, que j'ai été amenée il y a beaucoup plus longtemps et beaucoup plus tôt dans ma carrière, à siéger au sein d'une autorité de contrôle, donc d'une autorité indépendante, même si je ne suis plus très sûre que juridiquement elle n'ait pas un statut très ad hoc, qui était l'ancêtre de l'actuel ACPR. Donc, j'y représentais l'État, donc évidemment dans une position spécifique de commissaire du gouvernement, dont je mesure évidemment toute la distinction par rapport au rôle que j'aurai maintenant. Et justement, j'ai bien vu quelle était la spécificité du travail collégial au sein d'une autorité de ce type-là, par rapport effectivement à l'intervention éventuelle du commissaire du gouvernement, qui peut être, comme tout représentant de l'État dans telle ou telle institution, amenée à être porteur d'un certain nombre d'objectifs qui ne sont pas forcément partagés par l'autorité indépendante. Donc effectivement, c'est un sujet important. C'est un sujet qui passe aussi par le Parlement, d'ailleurs, puisque les autorités indépendantes rendent compte au Parlement, que vous aurez le loisir de m'interroger aussi souvent que vous le souhaiterez, y compris de poser des questions sur la façon dont s'exerce cette indépendance, comment elle s'exerce quotidiennement, et sur tel ou tel sujet. Donc, bon, par ailleurs, j'arrive directement de Bercy. Alors, effectivement, oui, je ne peux pas me renier. D'ailleurs, j'ai passé plus de 20 ans au total, je pense, à Bercy, sous différentes fonctions. Et dans mes fonctions actuelles, je suis très éloignée des sujets financiers, puisque, mis à part, effectivement, les questions de budget du ministère et donc de ceux qui s'occupent de la réglementation financière, je m'occupe, en tant que secrétaire général, des fonctions support du ministère. Donc, je dirais que, d'une certaine manière, je ne suis plus totalement au fait des objectifs que peuvent souhaiter défendre ceux qui sont mes très lointains successeurs à la direction du Trésor. Et puis, fondamentalement, je les connais et donc je sais qu'ils vont effectivement, sans aucun doute, chercher à me donner leur point de vue, et c'est un point de vue légitime que j'entendrai, que j'écouterai, mais j'exercerai ensuite mes fonctions avec l'indépendance qui s'y attache. Elles sont très différentes des fonctions que j'ai pu être amenée à exercer, y compris notamment lorsque j'étais au sein du ministère des Finances. Donc oui, c'est une autre fonction très différente, qui arrive à un autre moment de ma carrière, qui arrive à un moment où, justement, depuis 3 ans, j'ai pris pas mal de recul par rapport au sujet financier. Bon, il va falloir que je m'y remette parce qu'entre-temps, la technique a évolué. Mais au-delà de ça, ça m'a donné aussi pas mal de recul par rapport à mon parcours antérieur et, je pense, de maturité aussi sur la capacité à exercer, en effet, ces fonctions qui sont difficiles, parce qu'effectivement, il y a un moment où on travaille en son âme et conscience. Encore une fois, comme je l'ai dit dans mes propos introductifs, je n'ai pas l'intention de les exercer dans la solitude. Je pense qu'on peut s'appuyer sur le collège, et d'ailleurs la composition du collège est un sujet majeur, puisqu'il faut à la fois y avoir des compétences, des sensibilités différentes. Il y a notamment des grands juristes, en fait, autour de la table. C'est important pour effectivement, à chaque fois, avoir en tête les textes. Et fondamentalement, au-delà de la protection du Parlement et du fait que l'on rend compte au Parlement de son action, il y a la protection qu'apportent les textes, tout simplement. Je pense que chaque fois qu'on prend une nouvelle fonction, ce qui est très important, c'est de lire les textes et de s'en imprégner, et ensuite de les appliquer lorsqu'on a des doutes, effectivement, de se reposer sur le collège, les services et les sachants au sein du collège, notamment les juristes. Sur la question du verdissement de la finance, alors j'ai peut-être parlé vite. Quand je parlais de verdissement de la finance, je parlais de verdissement réel de la finance. Je pense qu'on sort d'une phase de foisonnement qui est plutôt bienvenue d'ailleurs. Je pense que les acteurs économiques dans leur ensemble, que ce soit d'ailleurs les acteurs financiers ou les acteurs économiques plus généralement, ont été, notamment à la suite de l'accord de Paris, convaincus que si effectivement on voulait avoir des résultats tangibles sur ce qui se passait en matière de développement durable, il fallait aussi qu'ils assument leur rôle. Après, ils l'ont fait de manière, je ne veux pas dire brouillonne, mais ils l'ont fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire
en ayant recours à tel ou tel label, il y en avait de très nombreux, à telle ou telle agence de notation, plus ou moins, aux méthodes plus ou moins étayées, disposant de plus ou moins de moyens. Et évidemment, bon, il a fallu passer par cette phase, enfin il fallait peut-être passer par cette phase, effectivement, où chacun voulait développer son action. Je pense qu'on peut leur faire le crédit de la bonne foi, même s'il peut y avoir aussi ce qu'on appelle maintenant en bon français des tentations d'éco-blanchiment, notamment d'ailleurs sous l'influence des épargnants, hein, parce que les épargnants votent avec leurs pieds, ou plus exactement avec leur argent, et que donc ils ont adressé très vite, à un moment où effectivement le cadre n'était peut-être pas suffisamment clair et bien établi, ils ont adressé une demande très forte aux acteurs financiers. C'est-à-dire qu'effectivement, les acteurs financiers sont avant tout là pour apporter les produits qui sont demandés par les épargnants ou par les investisseurs. Et il y a une demande qui a explosé de produits financiers qui ne nuisaient pas à l'environnement. Ça, c'est, je dirais, la base et le minimum minimorum. Et si possible, qui permettaient d'amplifier et d'accélérer la transition écologique. C'est d'ailleurs, effectivement, un des rôles majeurs des places financières au sens large, c'est de donner les moyens, j'évoquais tout à l'heure les financements de long terme d'ailleurs, de donner les moyens de financer la transition écologique qui nécessite des financements très lourds, très importants, et si possible de long terme. On vient de le voir d'ailleurs au passage avec le plan de relance. J'ai lu récemment une estimation qui a été faite, alors j'avoue que je ne sais plus par quel économiste, mais effectivement sur les montants qui ont été consacrés dans les années précédentes et l'année dernière à la transition écologique. Et pour la première fois, son estimation était qu'on avait fait le niveau d'investissement nécessaire pour respecter nos objectifs, mais c'est passé par un tiers du plan de relance qui a notamment beaucoup abondé ces financements. Donc, comment faut-il faire? Bon, d'abord, l'AMF, encore une fois, a été très aux avant-postes en la matière, puisque dès 2019, elle a mis en place une commission spécifique qui permet déjà de mettre autour de la table les différentes parties prenantes, y compris les représentants des associations, les représentants évidemment du monde financier, les représentants des épargnants et des investisseurs. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer de parler la même langue. A été évoqué d'ailleurs aussi le travail énorme qui vient d'être achevé à Bruxelles autour de la taxonomie, parce que la question de savoir de quoi on parle était évidemment fondamentale, notamment parce que, évidemment, on ne va pas fermer nos frontières, enfin, il n'y a pas de frontières artificielles sur les propositions qui sont faites aux épargnants et aux investisseurs. En tout cas, en Europe, on est dans un marché unique, et donc la taxonomie, c'est la base. C'est-à-dire que maintenant, on a la grammaire, je dirais, pour écrire l'évaluation qu'on va faire des différents produits financiers. Ça passe par effectivement la professionnalisation aussi des acteurs qui font des notations, par exemple, puisque ce sont en effet des sources d'information indépendantes qui permettent effectivement aux investisseurs et aux épargnants de faire la part des choses. Bon, après, il y a l'information financière et extra-financière qui est donnée. Ça aussi, c'est un chantier extrêmement important. On a longtemps beaucoup travaillé sur l'information financière, à juste titre. On protégeait les épargnants et les investisseurs face à des risques financiers. Aujourd'hui, il y a un nouveau pan qui s'est ouvert de travail, qui est de les protéger face à un risque que ce qu'on leur dise sur l'impact de leurs investissements ne soit pas totalement exact. Donc là aussi, c'est évidemment quelque chose de beaucoup plus récent. Hein. Les rapports RSE des entreprises de mémoire ont été introduits par le Grenelle de l'obligation. Cette obligation a été introduite par le Grenelle de l'environnement. Bon, on est passé par une phase où on a eu presque un peu comme les prospectus de l'AMF, hein, des rapports RSE qui sont énormes, que pas grand monde ne lit. J'espère que dans l'entreprise, tout le monde les lit, mais je n'en suis même pas convaincue. Et ensuite, personne ne sait trop quelles conséquences en tirer. Donc là aussi, il va falloir effectivement avoir des raisonnements commun et partagé. Moi, je crois beaucoup à la concertation sur ces sujets. J'avais beaucoup travaillé à l'époque sur la création du comité consultatif du secteur financier, qui a un rôle beaucoup plus général, qui n'est pas spécialement sur la finance verte. Je pense que déjà, quand les parties prenantes sont autour de la table et s'entendent, on sait de quoi on parle, sur quel langage on se base. Et effectivement, la réglementation européenne, alors,
On peut considérer qu'elle est insuffisante, imparfaite. Ça fera sans doute partie des sujets qui vont revenir plusieurs fois, hein. Moi, j'ai bien connu les directives bancaires. Je crois que la première remonte à 1977. Je ne sais plus, j'ai perdu le compte, mais je pense qu'on doit en être à la 5e, 6e, 7e directive d'harmonisation. Donc, simplement, là, on ne peut pas se permettre d'aller aussi lentement. Donc, il faut aller beaucoup plus vite. Heureusement, on peut capitaliser effectivement sur cette expérience. On a beaucoup travaillé les uns et les autres sur comment est-ce qu'on régule, comment est-ce qu'on catégorise, comment est-ce qu'on considère qu'il y a des labels plus ou moins crédibles. Vient d'être mis en place d'ailleurs un institut de la finance durable au niveau de la place de Paris qui va, je pense, être un des lieux, pas forcément le seul. Il y a effectivement la commission de l'AMF qui existe depuis 2019 et qui donc peut continuer à progresser de manière très ciblée. Mais au-delà de ça, il faut que chacun puisse, je dirais, confronter les points de vue, arriver à dire quelques vérités que tout le monde n'a pas forcément envie d'entendre parce que, encore une fois, moi je fais le crédit de la bonne foi, hein, mais ça a un peu foisonné au départ, hein. Tout le monde a voulu faire du vert, du plus vert que vert, comme on pourrait dire aussi. Et donc, il faut maintenant, effectivement, qu'on arrive sur la base à la fois, en réalité, de textes, parce qu'au fond, la taxonomie, c'est un texte, c'est une base. Maintenant, il faut effectivement capitaliser là-dessus et puis donner, en fait, le pouvoir aux épargnants et aux investisseurs d'utiliser à bon escient leurs investissements et leur épargne. Puisque, encore une fois, ce sont eux qui vont orienter principalement les choses. Quand ils vont adresser une demande à des acteurs financiers, ceux-ci vont être rapidement amenés à rendre compte de la réalité de ce qu'ils font, de la réalité de la façon dont ils entendent remplir les objectifs qu'ils ont affichés, etc. À défaut, effectivement, il y aura assez rapidement des fuites vers d'autres, ou en tout cas des changements de boutiques, dirons-nous, plus prosaïquement. Sur la prochaine crise, alors, je ne sais pas prédire les crises. Je pense que personne ne le sait. Enfin, je pourrais vous en prédire une. On pourrait tous, d'ailleurs, autour de la table, en prédire une. Je pense qu'à un moment ou à un autre, nous aurions tous raison. Donc, voilà. Plus sérieusement, j'ai eu effectivement l'occasion de vivre la crise financière. J'étais à l'époque au Crédit Agricole. J'ai vécu la crise de la dette souveraine depuis Matignon. Et j'ai vécu la crise sanitaire en tant que haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère. J'espère d'ailleurs que je ne porte pas trop la poisse en la matière. Bon, c'est effectivement... donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Bon, d'abord, il faut surveiller un certain nombre de choses, notamment les spreads. Quand on voit les spreads de marché qui commencent à s'écarter beaucoup, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé de manière très accélérée au Royaume-Uni, ça veut dire tout simplement que les investisseurs et les épargnants qui, au fond, même si individuellement ils ne sont pas tous très avisés, collectivement, ils ont quand même une vision assez claire de ce qui se passe. Quand ils commencent à mettre en doute le fait que l'émetteur, quel qu'il soit, en l'occurrence c'est un État souverain, risque de ne pas être en mesure de rembourser sa dette, là on a une alerte réelle qui se produit. Et donc, effectivement, alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la résoudre. Heureusement, les crises ne sont pas totalement instantanées. Au passage, s'il y a des tentations, effectivement, sur les marchés d'accélérer la crise avec des comportements de vente très rapides, parce que tout le monde est pris de panique ou parce que tout le monde suit ce qui se passe chez le voisin, ce qui est une tentation qui peut exister, les autorités de contrôle et de régulation disposent d'un certain nombre d'instruments, effectivement, pour faire coupe-circuit et permettre à tout le monde de reprendre un peu ses esprits, de se calmer et de regarder la réalité des choses. Parce que, par ailleurs, je ne suis pas grand clerc, mais je pense que le Royaume-Uni est un pays qui a toujours remboursé ses dettes et aura vocation à le faire. Et puis plus longtemps que la France. Bon, donc effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense qu'il faut effectivement être très vigilant parce que la période est troublée.
parce qu'effectivement, on va avoir des investisseurs qui vont aller chercher du rendement et qui donc vont aller chercher du risque. Donc on va probablement avoir une montée des risques sur les marchés, parce que le contexte de taux qui a été stable, alors de manière bonne ou mauvaise, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas qui a été stable pendant plusieurs années avec des taux extrêmement bas, évolue, et il évolue vite, parce que l'inflation aussi vient perturber la recherche de rendement. Donc ce sont des indicateurs en fait qu'il faut suivre. Et puis après, effectivement, il faut espérer qu'on n'entre pas dans une vraie crise. Qu'est-ce que c'est qu'une crise? C'est le moment où on commence à avoir peur de ne plus maîtriser la chose. Moi, je me souviens très bien que à l'été 2011, souvenir très fort, très personnel, quand on se réveillait le matin après avoir assez mal dormi, pour dire les choses, on se demandait si la zone euro allait encore passer la journée. C'était l'époque, je le rappelle, où d'une part, nous étions sur le point de perdre notre AAA. Alors sans doute qu'on s'était un petit peu exagéré l'impact de la perte du AAA, puisqu'on a survécu. Mais c'était aussi l'époque, et je tiens à le rappeler, où on n'avait pas encore eu le discours de juin 2012 de Mario Draghi, qui était le discours « Whatever it takes », et qui a montré qu'effectivement, le prêteur en dernier ressort sur les marchés et vis-à-vis du système financier qu'est la Banque centrale a des outils et peut les utiliser et siffler d'une certaine manière la fin de la récréation par rapport à ceux qui peuvent effectivement être amenés à amplifier les mouvements de marché en spéculant. Mais l'époque dont je parle, c'est l'été 2011, et donc à ce moment-là, nous n'avions pas cette sécurité. Et donc, nous devions nous reposer sur nos propres forces, sur notre capacité à convaincre qu'effectivement, nous rembourserions notre dette. Et je peux vous dire que ça n'était pas très facile, surtout après que la Grèce, puis le Portugal, puis l'Irlande se soient retrouvés dans la situation où, effectivement, ils n'avaient plus un accès suffisant au marché. Et quand je parlais des spreads, effectivement, on le voyait quotidiennement avec l'écartement des spreads. Et je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait des grands pays de la zone euro qui étaient considérés comme potentiellement en risque de se retrouver dans la même situation. J'oublie de dire qu'entre-temps, il y a eu effectivement une réglementation financière extrêmement forte qui est venue quand même combler beaucoup des insuffisances qui pouvaient exister à l'époque, notamment sur la gestion de la liquidité. On sait que ce qui génère la crise, ça peut être des problèmes de solvabilité. Je ne crois pas que vous allez rembourser. Mais ce qui la déclenche partout et toujours, c'est le problème de la liquidité. C'est Lehman Brothers. Je ne peux plus payer. Donc à ce moment-là, effectivement, tout le monde panique et on peut voir les phénomènes que vous avez suivis, comme nous tous, malheureusement. Sur les crypto-monnaies et la réglementation européenne, alors vous faites allusion, je pense, au règlement MiCA, qui est en train d'entrer en vigueur, et c'est un règlement qui va être assez exigeant. D'ailleurs, se posera la question de la transition pour les acteurs qui ont été enregistrés en France sur la base de la réglementation française. Donc bon, c'est toujours difficile ex ante d'anticiper complètement sur l'impact qu'aura ce règlement, puisqu'il n'est pas encore en vigueur. Donc il faudra effectivement qu'on le suive avec attention et qu'on voit effectivement si ça permet d'avoir un marché assaini, puisque là encore, on a parlé de l'innovation, c'est évidemment un sujet. Il ne faut pas étouffer l'innovation. Ça passe toujours au départ par une forme de foisonnement et de créativité parfois un tout petit peu débridée, même s'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, en l'occurrence. Une fois qu'on aura des acteurs qui, effectivement, vont passer par la voie de l'agrément et devoir se conformer à un certain nombre d'obligations de transparence, etc., je pense que là aussi, on aura donné aux épargnants et aux investisseurs le pouvoir dont ils avaient besoin. Et puis, c'est un peu tôt pour juger de ce règlement. Il faudra le suivre avec attention. Je suppose d'ailleurs que c'est une des choses à laquelle le Sénat s'attachera. Sur le lien avec les autres autorités de régulation, l'ARJEL, les questions de la publicité, c'est effectivement un des sujets que j'ai évoqués parce que je pense que chaque autorité a sa légitimité et son rôle.
En revanche, elles peuvent avoir quelques savoir-faire qui peuvent, par analogie, être intéressants. C'est pour ça que j'ai parlé effectivement de l'Argel, qui est devenue maintenant l'autorité nationale des jeux, d'ailleurs, hein, puisqu'elle a étendu son champ, mais c'est très récent. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans un certain nombre de domaines, heureusement pas tous, on peut avoir des situations où on n'est pas très loin des comportements addictifs. On n'est pas très loin de publicités qui font appel un peu au même ressort que ceux du jeu. L'autorité nationale des jeux a réussi effectivement à traiter ce type de sujet. Et donc, je ne dis pas il ne faut pas effectivement confondre le jeu et les placements et l'épargne. Bon, c'est d'ailleurs peut-être un des messages importants, hein, c'est que au jeu, alors je suis moins experte en matière de jeu, je dois dire, mais je pense qu'au jeu, on peut tout perdre et on le sait. En matière de placement financier, il y a quand même assez peu de domaines dans lesquels on peut tout perdre, mais il y en a, donc il faut le savoir, il faut le dire. Mais effectivement, il faut qu'on fasse attention à ce que tout ça ne devienne pas complètement virtuel et que, effectivement, les gens se retrouvent du jour au lendemain en ayant perdu le petit peu d'épargne qu'ils avaient devant eux, en ayant un peu le sentiment que tout ça était très ludique, très virtuel. Ben non, in fine, la facture arrive à la banque et on n'a plus de livret A. Voilà. Donc, je pense que effectivement, il faut s'inspirer. On n'est pas dans le même domaine, hein, bien sûr, mais il faut s'inspirer peut-être effectivement du travail qui a pu être fait dans ces domaines-là, y compris d'ailleurs sur la publicité. Je crois qu'il y a eu ensuite une question. Ah oui, qui connaît l'AMF? Alors, c'est vrai que j'ai eu pas mal de félicitations sur mon arrivée à l'Association des maires de France. Donc, bon, je vois qu'il y a un petit sujet. Effectivement, il faut en effet continuer à avoir une politique de communication active, donc pas tellement pour faire de la publicité pour l'AMF, mais pour que l'AMF soit connue et que surtout ceux qui peuvent avoir besoin de se référer à ce qu'elle fait et d'écouter sa parole puissent en effet l'identifier. Donc une fois qu'on a dit ça, ça n'est pas simple. J'ai évoqué quelques pistes tout à l'heure en évoquant les nouveaux canaux de communication qui sont utilisés par d'autres et que l'AMF aussi doit savoir utiliser. Sur la proximité, ne pas oublier les territoires, c'est très important. Il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des marchés financiers. Il y en a effectivement à d'autres endroits du territoire. Donc, effectivement, c'est un dialogue qu'il faut avoir, même si, effectivement, en matière de marché financier, peut-être moins que pour d'autres autorités financières dont les acteurs sont présents absolument partout sur le territoire, l'AMF a besoin de se démultiplier. Mais je pense qu'effectivement, j'avais eu l'occasion de me rendre, alors je crois qu'il y a une bourse qui s'est créée il n'y a pas très longtemps à Lille. Il y en a une à Lyon, évidemment. Il y en a dans plusieurs métropoles. Moi, ça fait partie des choses que j'aurais à cœur de faire, d'aller voir effectivement les acteurs locaux et de comprendre quelles sont leurs problématiques et leurs attentes. Enfin, on a parlé des crises et des crypto-monnaies. Oui, pardon, je ne voudrais pas jeter moi-même la panique. Donc, Monsieur Capo-Canelas m'a demandé de qualifier la situation actuelle. Non, nous ne sommes pas en situation de crise. Il n'y a pas en tout cas sur les marchés financiers, rien n'est hors de contrôle. On n'est pas passé loin, effectivement, d'une situation un peu compliquée au Royaume-Uni, mais pour le coup, on n'est pas en situation de crise où, effectivement, on peut être amené à se dire qu'il faut dégainer un certain nombre d'outils et de coupe-circuits. Voilà. Merci. Bien, merci. Gérard Longuet, oui. Merci, Monsieur le Président, de cette session de repêchage. Madame la secrétaire générale, comment réagirait, selon vous, comment doit réagir, selon vous, l'AMF en matière de financement qu'il s'agit de verdir? S'agit-il de les verdir ou de faciliter la décarbonation des investissements? Et quelle autorité vous donneriez-vous en la matière? Alors, vous avez évoqué la taxonomie. Oui. Et c'est donc ce à quoi je fais allusion directement.
il faut regarder son mandat d'abord, effectivement, en tant qu'autorité indépendante. Comme je l'ai dit, je pense que le rôle de l'AMF, au-delà des convictions qu'on peut avoir les uns et les autres sur ce qu'on peut souhaiter faire, c'est de donner du pouvoir aux épargnants et aux investisseurs. Donc la manière de leur donner du pouvoir, c'est qu'ils disposent d'une information incontestable, réaliste, pour mettre leur argent là où ils peuvent souhaiter le mettre. Après, il y a des choses qui ressortent des pouvoirs publics, et notamment du gouvernement. Si le gouvernement veut interdire tel ou tel investissement à des acteurs économiques, telle ou telle activité, par exemple, ou le financement de telle ou telle activité, ça, c'est effectivement le rôle des pouvoirs publics. Et je fais bien la distinction, en effet, puisque la question m'a été posée. L'autorité indépendante n'a pas de pouvoir de réglementation ou de législation. C'est d'ailleurs un sujet qui est, à mon avis, même si je n'y ai pas plus travaillé que cela, avant de vous répondre, plutôt du niveau législatif, parce que si on devait aller vers des interdictions, par exemple, d'investir à tel ou tel endroit, on est effectivement face à des libertés fondamentales. Donc là, on est très au-delà de ce que peut faire une autorité indépendante. Après, l'autorité, elle aura à vérifier, effectivement, que les décisions qui ont été prises, que ce soit d'ailleurs au niveau national ou au niveau européen, même si je suis convaincue, mais c'est une conviction personnelle, que le niveau européen est le niveau pertinent, pour les raisons que j'ai évoquées d'ailleurs, parce qu'il est extrêmement difficile d'avoir des frontières pour les investisseurs ou pour les épargnants. Donc l'autorité devra effectivement s'assurer que les réglementations sont respectées, que la taxonomie est effectivement utilisée pour qualifier les différents types d'investissements. Et donc, ensuite, le cas échéant, informer si on a le sentiment que ça n'est pas le cas, par exemple. Très bien, merci beaucoup, madame, pour vos propos et les réponses à la fois très précises et très complètes que vous avez apportées à nos collègues. Et je vous propose qu'on vous raccompagne pour que nous puissions ensuite procéder au vote pour un dépouillement qui aura lieu demain matin à 9h. Merci, Monsieur le Président.